Génie Climatique Magazine vous présente On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs. Pour ce nouveau rendez-vous d'On réinvente l'eau chaude, Génie Climatique Magazine s'intéresse à toute cette énergie gaspillée, mais de plus en plus utilisée, la chaleur fatale provenant des data. Et avec nous pour en parler, dispositif Covid oblige, chacun derrière son ordinateur, il y a François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône et président de l'Institut national de l'économie circulaire. Bonjour. Bonjour. Également avec nous, Quentin Laurence, directeur des relations extérieures au sein de Carnot Computing, les radiateurs intelligents et les chaudières numériques. Bonjour Quentin. Bonjour Anne-Sophie. Et puis enfin Sébastien Cousin, vous êtes directeur général de CIV, entreprise basée dans le Nord qui dorlote ou plutôt qui rafraîchit les datas à l'aide de gigantesques groupes d'eau glacée. Vous nous expliquerez tout ça. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous. Alors ma première question sera pour vous, François-Michel Lambert. Où est-ce qu'on en est actuellement de cette prise de conscience des pouvoirs publics quant au potentiel de la chaleur fatale en France ? Je vais être très clair, on n'y est pas du tout. On aura tout à l'heure la présentation de l'expérience que certains industriels mènent, que des élus locaux ou des PME essayent de mettre en œuvre, mais au niveau national, on n'y est pas du tout. Dans les débats publics pour la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, 130 cahiers d'acteurs, un seul cahier d'acteurs, celui de l'Institut national de l'économie circulaire, un seul cahier d'acteurs a parlé de la chaleur fatale. Et encore, nous étions sur la chaleur fatale industrielle. Sur la chaleur fatale urbaine, sur celle qui sort des ménages, des PME, qui sort de l'activité naturelle humaine en milieu urbain, eh bien, rien n'est fait. Et c'est tout l'enjeu. Nous avons à faire émerger le sujet. Et pour faire émerger, il faut créer des indicateurs. On a quelques chiffres que je pourrais éventuellement donner, mais je voudrais surtout que ce soit la politique nationale, une stratégie nationale qui, avec d'abord un observatoire ou d'autres outils, qui font émerger la réalité de ces chaleurs et je dirais énergie au sens plus large perdues et qui sont disponibles là sous nos pieds, à nos fenêtres et derrière avec l'ingéniosité de toutes ces personnes qui trouvent des solutions fabuleuses, hein, parfois de bon sens ou parfois très technologiques, eh bien, on pourrait répondre à une grande partie de l'enjeu face au réchauffement climatique. C'est une énergie renouvelable, puisque c'est une énergie déjà produite et perdue. C'est une énergie renouvelable, un débat qui est toujours devant nous. Pourquoi, selon vous, le gouvernement n'a pas encore franchi le pas ? Est-ce que la connexion avec les industriels ne se fait pas encore ? Voilà, comment ça se fait qu'il n'ait pas encore pris le dossier à bras-le-corps ? Il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas connu, ce n'est pas vu, ce n'est pas compris. Et je crois que c'est ça le premier élément. Ce n'est pas connu. Aucune structure n'a vraiment travaillé sur ce point. L'ADEME avait travaillé il y a 7-8 ans sur la perte énergétique dans l'industrie, l'énergie fatale de l'industrie, mais l'ADEME n'a pas produit de documents suffisamment poussés sur cette perte disponible en milieu urbain. C'est pas très médiatique. Aujourd'hui, c'est plus sexy de faire des vidéos d'éoliennes ou de champs photovoltaïques, de montrer une coupe du bois qui deviendra une chaudière au bois d'un réseau de chaleur de ville, que de montrer quoi d'ailleurs, hein. C'est pas évident de montrer la chaleur des eaux usées ou la chaleur qui sort d'un serveur informatique. Et puis, il n'y a pas d'opérateur majeur aujourd'hui. Si les grands opérateurs majeurs, EDF, Total, Engie, pour ne citer que, s'en saisissaient et en faisaient un axe de levier économique, je pense que le sujet serait à l'agenda. Donc, on voit bien que nous avons d'abord un plaidoyer à faire de mise en œuvre, et c'est ce que nous faisons avec l'INEC, un document que nous avons produit il y a une quinzaine de jours. Carnot Computing était présent et en soutien de la production de ce document, qui va être diffusé dans les instances décisionnaires. Faire apparaître le sujet, c'est déjà 50% du chemin gagné. On verra comment on va avancer sur les 50 autres. Alors, il y en a quand même qui n'ont pas attendu que les grands acteurs de l'énergie prennent conscience de cette chaleur fatale. Sébastien Cousin, vous, chez CIV, ça fait un petit moment, hein, je crois que vous avez saisi l'intérêt calorifique de la data. Comment vous procédez exactement ? Alors on a d'abord et avant tout sur le territoire valenciennois mis en place un deuxième data center qui a 3 ans
et qui, lui, est directement connecté à une boucle de chauffage urbain qui permet de chauffer au travers des calories que les serveurs vont générer. Ça réchauffe l'eau glacée de notre data center qui est requise pour le process de ce type de fonctionnement. Et cette eau va repasser dans un échangeur pour pouvoir réchauffer des pompes à chaleur ou être en relève de chaudière sur le Palais des Congrès, pour ne pas le citer à nouveau, du Palais des Congrès de Valenciennes, ou encore une école qui s'appelle la Serre numérique, qui incube par exemple l'école Rubica et qui va permettre justement de chauffer l'ensemble des locaux. Il y a un troisième campus qui est un campus tertiaire qui est également raccordé à cette boucle. Et effectivement, ce qui est fabuleux, c'est de pouvoir faire ces échanges d'énergie qui pour nous sont réellement des fatalités. Mais aujourd'hui, on a le plaisir de dire à nos clients hébergés, vos serveurs servent à quelque chose, non pas simplement au digital, mais contribuent à chauffer l'écosystème qui va se retrouver aux portes de ce périphérique quelque part, qui est un périphérique un peu comme on pourrait parler de périphérique digital, on pourrait parler de périphérique. Nous, on est une des pierres qui permet de chauffer les bâtiments alentours. Et c'est vrai que c'est assez vertueux comme système. Oui, vous prenez presque part dans la stratégie municipale ou urbaine, en tout cas, du développement d'une ville. Effectivement, ça permet de travailler en écosystème. Là, pour le coup, l'économie circulaire se met vraiment en place parce qu'on est dans quelque chose de circulaire. Hein. Et ça donne énormément de sens quand on parle de RSE, quand on parle de performance énergétique, quand on parle de… Nous, aujourd'hui, on dit même qu'on a on pourrait appeler ça du minerai digital, on pourrait appeler ça une chaudière, on entend beaucoup parler de chaudière numérique. J'aime pas ce terme parce que chaudière, pour nous, c'est pas très noble, mais pour autant, c'est extrêmement valorisant de pouvoir se dire la fatalité de notre métier permet de contribuer au chauffage de nos voisins. Et comment ça se passe? Est-ce que ce sont les bureaux d'études, ce sont les exploitants, ce sont les services d'urbanisme de la ville qui viennent vous voir ou alors vous êtes encore obligé d'aller les démarcher? Il y a eu, dès le départ sur cette communauté, une volonté de recréer une zone sur une ancienne friche industrielle. On travaille de concert avec mon frère depuis 25 ans. On est une PME familiale qui existe depuis 1974. Que mon père a fondé en 1974. Et ce qu'on a aimé dans ce projet, c'est justement, j'allais dire, le chaînage qu'il y a pu y avoir avec la communauté urbaine, des acteurs privés, nous, et puis d'essayer de se poser la question de savoir de quelle manière on pourrait valoriser l'intérêt des uns et des autres. Et en fait, c'est relativement simple, entre guillemets. C'est réellement des tuyaux qui interconnectent des bâtiments entre eux. Les uns déchargent leur thermique, les autres viennent chercher cette thermique. Mais sur le principe, c'est extrêmement simple. Après, effectivement, je pense qu'il faut une volonté entre acteurs. On a un deuxième cas de figure sur une seconde métropole où là, on a un peu plus de difficultés à essayer je vais pas même pas dire de dealer parce qu'on veut pas faire de business sur ce modèle. On veut vraiment faire de l'échange. Je pense qu'il faut qu'on arrête c'est notre point de vue, hein. Il faut qu'on arrête de vouloir toujours monnayer notre fatalité parce qu'à ce tarif-là, forcément, là, aujourd'hui, chacun tire profit de cette chaleur fatale et effectivement, c'est extrêmement performant et c'est franchement valorisant quelque part. Vous disiez, depuis les années 70, votre père a créé cette entreprise. Il était déjà dans les data centers ou rien à voir? En 1974, on est donc CIV signifie chauffage, isolation, ventilation. Mm-hmm. Dans les années 80, il y a un boom pétrolier, un crash pétrolier. Donc, il considère qu'il faut développer les pompes à chaleur en relève de chaudière fuel et puis le chauffage à accumulation pour utiliser les heures creuses. Quelques années plus tard, on travaille avec IBM et Bull dans les salles serveurs. On a cette compétence, ce goût, je veux dire, de la salle informatique et du data center. Et il y a de ça 10 ans, on se lance dans l'activité du data center parce qu'on sent bien que la salle, ce qu'on appelle la salle serveur, est quelque chose qui ne va plus exister à terme et qui sont franchement des chancres à l'époque, hein, qui étaient des chancres en matière énergétique, mais c'était le début du digital, on va dire. Et aujourd'hui, le data center est un principe de mutualisation de systèmes techniques, de systèmes de sécurité, mais également une façon de mutualiser des moyens pour chauffer d'autres choses. Et c'est ce qui nous passionne et qui nous anime aujourd'hui parce qu'on pense que
dans l'époque dans laquelle on vit, il faut vraiment qu'on fasse attention à ne pas devenir des friches, mais surtout être des promoteurs de ce genre de partenariat en quelque sorte, d'écosystème. Enfin, je pense que vraiment le terme, en ce qui nous concerne, c'est l'écosystème qui nous plaît. Alors, c'est marrant parce que vous êtes un peu des chauffagistes devenus, on va dire, geek, entre guillemets, pour traiter la data. Et de l'autre côté, on a Carnot Computing. Quant à Laurence, je crois que vous avez abordé le problème dans l'autre sens, puisque vous aviez des créateurs de data, des gens qui avaient besoin d'espace pour stocker, et vous vous êtes dit, et si on décentralisait tout ça et on créait, ou du moins on récupérait cette énergie? Oui, c'est ça. Nous, on est d'abord des informaticiens avant d'être des chauffagistes, mais finalement, on partage, je pense, Sébastien et moi, et au moins nos entreprises, à peu près les mêmes objectifs. Nous, notre métier, c'est de fournir du calcul informatique haute performance pour des clients de calcul qui sont des laboratoires de recherche, des fabricants de films en 3D, des grandes banques ou assurances. Mais notre second métier, c'est de chauffer des bâtiments avec la chaleur des ordinateurs. Alors pour ça, nous, on n'est pas en récupération de chaleur du data center, on est une sorte d'alternative ou de complément, si on veut, au data center. Et notre data center à nous n'est plus très center, il n'est plus très centralisé, puisque notre capacité de calcul est distribuée partout là où la chaleur est directement nécessaire. Donc nous, avec notre modèle, ce qui transite, ce n'est pas la chaleur, dans des grands tuyaux dont parlait Sébastien, c'est la donnée par la fibre optique. Et donc, la donnée arrive jusqu'à des radiateurs et des chaudières numériques qui embarquent des microprocesseurs informatiques comme source de chaleur. Autrement dit, chaque chaudière ou chaque radiateur est en quelque sorte un mini data center qui monte plus ou moins haut en fréquence, donc en puissance de calcul, suivant la chaleur qui est demandée par l'usager. Et donc, nous, on est aussi, je suis très sensible à ce que disait monsieur le député, on est nous aussi dans une logique de bon sens, c'est-à-dire qu'il y a un gisement de chaleur fatal qui est connu, qui est évident. Certains, moi je suis très heureux d'entendre des initiatives comme celle de la famille Cousin, parce que là aussi on est dans le bon sens, on est dans l'évidence presque. La chaleur est disponible. J'allais dire, il suffit de la valoriser. Bon, il y a quand même un peu, on a entendu, hein, quelques rouages à huiler, mais une fois on pense comme ça, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que la démarche qu'a entreprise l'INEC et le député Lambert est extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'avant de continuer à produire toujours plus d'énergie verte peut-être, mais d'essayer de compenser ce qu'on ne fera plus en fossile, mais le faire en énergie verte, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de réfléchir à ce qui existe déjà et ce qui est valorisable? Donc finalement, on part de l'existant, on part de ce qui est disponible, ce qui est même un déchet pour beaucoup, et on en fait une ressource. Donc nous aussi, on est dans cette logique d'économie circulaire. On ajoute le qualificatif numérique, puisque le déchet dans l'informatique, c'est la chaleur principalement. Et dans le bâtiment, c'est évidemment une ressource précieuse à l'heure où, faut-il le rappeler, il y a plus de 5 millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique. Donc voilà, Carnot apporte avec certes une approche très haute technologie, mais un gisement de chaleur qui est permanent, qui est disponible et qui n'est surtout pas prêt de se tarir. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Vous, Carnot Computing, vous installez où vos équipements? Directement chez l'habitant ou c'est plutôt dans du tertiaire? On travaille, nous, en B2B, donc on s'installe principalement dans des bâtiments de logement, en particulier de logements sociaux. Donc, on chauffe gratuitement des logements sociaux grâce à la chaleur fatale informatique. On s'installe dans des bâtiments publics pour chauffer des collèges, des écoles, dans des piscines. Et puis, nous aussi, on s'inscrit aussi en lien avec des réseaux de chaleur. On l'a fait avec notre nouvelle chaudière numérique qui a été installée 10 unités en Finlande pour chauffer un réseau de chaleur urbain grâce à la chaleur fatale informatique. Donc, on a un spectre assez large, mais potentiellement, on peut s'installer à peu près n'importe où pour peu qu'il y ait une fibre optique disponible qui puisse nous permettre de faire transiter les calculs. Oui, et puis il faut le dire, la data, c'est quand même une ressource qui est loin de se tarir dans les années futures, clairement. Alors, on a des besoins qui sont énormes. Quand je disais qu'on est un complément au data center, c'est qu'on ne fait pas toute
la palette de services que propose un data center comme celui de Sébastien. Nous, on a une activité qui est spécialisée sur le calcul haute performance, qui est le calcul qui peut être distribué, qui chauffe le plus en particulier, mais les besoins sont colossaux. Et si, pour être un tout petit peu plus précis et concret, quand on parle de calcul informatique, ce sont les travaux pour trouver un vaccin contre le Covid, c'est la production du dernier film des Mignons qu'on a produit nous récemment, c'est du calcul pour de la mécanique des fluides, pour l'aéronautique, etc. C'est de la recherche médicale. On est en train de discuter là, avec un institut pour la lutte contre le cancer parce que tout ça nécessite des grandes puissances de calcul. Donc quand je dis que c'est intarissable, c'est pas une vue de l'esprit, hein. C'est vraiment qu'on a potentiellement devant nous un gisement qui est, je pense, éternel. Et puis alors, je fais une toute petite parenthèse sur la question des smart buildings et des smart cities qui sont très sexy. François-Michel Lambert disait qu'on avait un sujet qui n'était peut-être pas très palpable. La smart city, ça fait rêver tout le monde. Mais la smart city, qu'est-ce qui rend smart la city? Finalement, c'est l'informatique. C'est les processeurs informatiques qui vont réussir à collecter ces données, à les compiler, à les analyser. Et tout ça, on y revient, c'est du data center, c'est du processeur informatique. Donc, ce sujet-là s'adosse à celui de la question de la chaleur fatale informatique, si on veut. Et ici encore, on a un gisement qui est immense avec l'IoT, avec la volonté de prédire nos villes, etc. Donc voilà, nous, on pense que la chaleur fatale informatique en ville est disponible, est utilisable et qu'il faut mettre un coup encore d'accélérateur. Et là, je rejoins tout à fait les préoccupations du député. François-Michel Lambert, quand vous entendez des initiatives comme celle-ci, celle de Carnot Computing ou de CIV, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous fait? D'abord, fier pour eux, fier pour nous d'avoir cette intelligence humaine. Hein. Il y a toutes les ressources sont limitées, sauf deux, c'est la data, mais je dirais surtout la ressource humaine. L'intelligence humaine sur cette planète, elle est illimitée. Notre planète, elle est avec un stock de ressources fabuleux, colossal, mais limité. Il y a un stock qui ne augmentera pas. On navigue dans l'univers comme un bateau navigue sur l'océan sans aucune escale. Par contre, ce qui est illimité, c'est bien l'intelligence humaine et elle nous permet d'avoir ces innovations comme CIV ou Carnot Computing. Chacune sont parties du même constat. L'informatique génère, disons, le traitement de data génère de l'énergie, de la chaleur, mais elles ont pris deux voies différentes. On voit bien que c'est l'intelligence humaine qui trouve des solutions différentes et des réponses fabuleuses à une problématique qui était la même au départ. Il y a quand même une question qui reste en tête, que ce soit chez CIV ou chez Carnot Computing. Comment les chauffagistes, les installateurs actuellement peuvent s'emparer du dossier, ou même les bureaux d'études, les thermiciens classiques, on va dire? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde ou est-ce qu'il faut un petit peu plus de compétences? Là, je laisserai sur cette question les professionnels répondre. Bien évidemment. Mais moi, je vais quand même dire qu'il faut aussi qu'on crée le marché, qu'on fasse en sorte que ça devienne attractif. Et aujourd'hui, on a vu que, un, ça n'existe pas, mais deux, n'existe pas, n'est pas perçu politiquement. Et deux, vous imaginez bien qu'en face, il n'y a aucune réponse. Or, on pourrait avoir des objectifs, par exemple, que chaque collectivité ait un taux de récupération de ses chaleurs. Et pour cela, transformer les modèles dans lesquels Carnot Computing, CIV ou tout autre s'inscrivent pour favoriser, pour inciter. Afin de transformer un politique, pour transformer une société, pour changer les modèles, il va s'appuyer sur 4 leviers. Il va s'appuyer sur de la fiscalité. Donc nous allons maintenant travailler sur des fiscalités favorables à l'énergie de récupération. J'avais tenté, dès la loi transition énergétique de 2015, j'avais tenté de mettre l'énergie renouvelable et les énergies fatales sur le même piédestal fiscal. De la même façon, il faut donc qu'on arrive à trouver une fiscalité favorable. De la même façon, il faut que nous trouvions une réglementation, parce que je suis sûr et certain, l'un et l'autre vont peut-être nous le dire après, qu'ils sont face à énormément de tracas administratifs puisqu'ils ne sont pas dans le modèle. Quand vous n'êtes pas dans le modèle, les règles administratives, elles vont vous bloquer. Donc, il faut que nous changions la réglementation pour faciliter et voire même
récupération d'énergie en ville. Le troisième, c'est les incitations. Très peu d'incitations. Quelles incitations peuvent-ils disposer? Quelles sont les aides économiques? Comment tout ceci, comment cette récupération d'énergie urbaine, elle dispose du même niveau d'aide publique que des énergies renouvelables ou que la rénovation énergétique? Je ne crois pas. Et le dernier, eh bien, il faut qu'il y ait un changement de comportement, il faut amener à une prise de conscience et que chacune et chacun se dise la chaleur qui descend dans le tuyau d'égout, oh, c'est pas grand-chose, moi je vais rien en faire. Non, c'est une opportunité avec la science. On en a quelques-uns ici d'inventeurs, de développeurs, d'entrepreneurs. Avec la science humaine, nous saurons récupérer cette chaleur et la réinjecter, peut-être pas chez toi dans ton appartement du 5e, mais peut-être dans le commerce au rez-de-chaussée, il sera peut-être chauffé par la chaleur descendante des égouts. Mais tout ceci, il faut qu'il y ait une prise de conscience, et c'est donc du changement de comportement. Donc, une fiscalité adaptée, des réglementations qui facilitent et même qui emmènent à ces changements, des moyens, incitations qui sont mis en œuvre et une explication de texte, si je puis dire ça comme ça, pour que et les citoyens, que toutes les parties prenantes se saisissent de cette opportunité parce qu'elle est colossale et ça peut aller très très vite. Merci beaucoup François-Michel Lambert. Fiscalité, ça veut dire que le projet de loi de finances 2021, ça va être votre combat pour ça? On a déjà fait la première lecture et c'est toujours difficile de faire avancer en seconde lecture. Par contre, c'est un sujet sur lequel on va faire apparaître, on va faire des propositions, mais probablement aussi, il y a la loi dite Convention citoyenne pour le climat, sur lequel on va parler d'énergie, sur lequel on va, par exemple, discuter de consommation d'énergie, de stratégie sur laquelle il faudra faire apparaître. Donc, il y a du lobbying à faire au sens positif du terme, un plaidoyer, j'appelle ça, pour que mes collègues s'en saisissent, pour que le gouvernement, pour que l'administration perçoive les opportunités, que ça ne soit plus vu comme un amusement de médiatique, mais comme un élément structurant d'une politique énergétique. Il faut vraiment qu'on en fasse un élément structurant. Moi j'ai des chiffres, 1,3 MWh par an de chaleur perdue pour un ménage de 3 personnes. Il faut savoir qu'un foyer français consomme en moyenne 15 MWh par an, donc presque 8% d'énergie perdue dans l'électroménager français, donc soit des électroménagers moins consommateurs, mais aussi cette énergie, elle ne disparaît pas. Elle est là. Comment on essaie de la récupérer? Comment on la réinjecte? Je pourrais vous donner quelques autres chiffres. Donc voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières. On est habitué aux grandes rivières, qu'elles soient les grands parcs photovoltaïques, éoliens. Avant, c'était le nucléaire. Eh bien, il faut qu'on ait une culture des petits ruisseaux qui sont toutes ces petites sources de chaleur disponibles en ville, récupérables, avec des innovations comme Carnot Computing et CIV et tous les autres. Sébastien Cousin, justement, de CIV, vous avez mesuré le potentiel? Il y a combien de mégawattheures qui sortent de vos data centers? En fait, je vais revenir sur les petits ruisseaux. Ouais. Je vais revenir sur les partages, sur le changement de comportement. Aujourd'hui, on travaille, par exemple, on a initié avec France Data Center un groupe de travail qui vise à partager les bonnes pratiques. Et j'ai qu'une envie, là, à l'instant où je vous parle, c'est de rencontrer à la fois M. Lambert et puis Quentin Laurence, parce que je pense que les petits ruisseaux, on en est chacun à notre niveau des petits. Et il faut effectivement qu'on arrive à avoir des porte-paroles comme vous, monsieur le député, avoir des exemples qui se traduisent réellement par de l'efficacité, de la performance ou de la valorisation de cette énergie qu'on appelle malheureusement fatale, mais ça reste de l'énergie. Aujourd'hui, elle a peut-être un terme qui est aussi un peu négatif. Mais je pense que je pense que ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est justement mettre en avant ces best practices, parce que je pense qu'elles ont réellement
elles sont peut-être pas assez visibles. Vous l'avez dit vous-même, on les met peut-être pas assez en valeur. Ce qu'on a essayé aussi de faire en matière pour les rendre perceptibles vis-à-vis de notre clientèle, par exemple, hein, c'est de mesurer, par exemple, cette année, c'est 25 foyers d'effacés. C'est-à-dire qu'en fait, on a effacé l'empreinte carbone de 100% des collaborateurs de l'entreprise sur les exercices énergétiques que l'on a réussi à faire en valorisant. Et je vous parle de cet exemple-là parce que ça me semble être un exemple pertinent. On arrive tous à le palper. On sait tous ce qu'on consomme globalement à nos foyers respectifs. On voit bien ce que représente un foyer de 2 à 4 personnes. On voit ce qu'on consomme annuellement, que ce soit du gaz, que ce soit de l'électricité, que ce soit peu importe. Aujourd'hui, on a réussi à traduire chez nous, ça a été on appelle ça des KPI, hein, mais on l'a traduit de la sorte cette année pour essayer de donner du sens à ce travail vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des tiers avec lesquels on a des relations. On a visé à le traduire par des choses qui causent. Et là, aujourd'hui, on peut dire, cette année, c'est plus de 25 foyers qu'on a réussi à effacer. Et notre objectif, c'est par exemple en RSE, de démontrer que le professionnel le milieu professionnel dans lequel on travaille, le digital en l'occurrence, peut être contributeur encore une fois, de cet écosystème. On essaye de le traduire par des choses qui parlent en fait. C'est ça qu'on essaye parce que l'énergie fatale pour le commun des mortels, ça leur fait une belle jambe. Excusez-moi l'expression. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit visible, il faut que ce soit palpable. Voilà. Ouais, tout à fait. Peut-être une question à tous les trois avant de terminer ce podcast. Comment vous voyez-vous l'avenir des data, l'avenir de la chaleur fatale à travers les data? Si vous devez vous projeter, qu'est-ce que vous espérez pour peut-être enchaîner tant qu'on est dans le tour de table, même si la table est virtuelle. Juste revenir sur un bout de votre question d'avant sur la prescription, puisqu'on est un peu passé vite dessus. De notre côté, ce sont les bureaux d'études principalement qui peuvent nous prescrire, d'autant qu'ils nous identifient d'autant mieux aujourd'hui qu'on a obtenu un titre 5 système sur le radiateur ordinateur et la chaudière numérique, avec un abattement respectif de 70% d'un côté et 100% pour la chaudière numérique. Ce qui veut dire que l'eau qui est consommée dans un bâtiment, dans le contexte RT 2012, ne sera pas comptabilisée, l'eau chaude, dans les calculs. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Les combats administratifs, je partage. Évidemment, comme on est hors cadre, on n'est pas dans le modèle, comme le disait François Michel, eh bien, évidemment, on a toutes les portes à, je dirais peut-être pas à fracturer, mais au moins à essayer de trouver la clé à chaque fois. Et ça prend du temps, hein. C'est une entreprise de long terme. Je pense qu'on a fait des progrès récemment, mais voilà, il y a des barrières à faire sauter, ça c'est une évidence. Et puis alors sur l'avenir, moi je suis plein d'enthousiasme, hein. Je dirais que nous, on a mangé notre pain noir, même si l'expression est peut-être un peu forte, pendant longtemps, parce qu'on n'était ni data center, ni radiateur électrique ou chaudière numérique, ou chaudière électrique. Donc, pendant très longtemps, il a fallu faire comprendre qu'on pouvait chauffer avec des ordinateurs, que ce n'était pas seulement farfelu, pas seulement loufoque, que ce n'était pas seulement une idée de polytechnicien un peu encoulé, mais qu'il y avait du concret derrière. On a donné nos preuves, on a maintenant 1500 radiateurs qui tournent, 40 chaudières qui produisent de l'eau chaude, et donc on montre nos preuves aussi petit à petit. Concernant la partie informatique, je pense que Sébastien me rejoindrait, le champ est très ouvert, les besoins sont croissants, sinon exponentiels. Et puis côté chaleur, il y a quand même quelques avancées. Le sujet est à l'agenda. Si c'est pas 2021, j'espère, monsieur le député, que ce sera 2022. On essaiera de travailler avec vous. Mais voilà, petit à petit, je pense que les consciences s'éveillent, que l'objectif de 32% de la loi Royale n'est pas si simple à atteindre. Donc, si on peut y mettre un peu de ENR et R, on sera peut-être pas malheureux et ça contribuera certainement à atteindre ces objectifs. Donc, moi, j'ai envie d'être positif. Je ne me dis pas qu'il ne faudra pas encore se battre avec un peu d'acharnement, mais on l'a fait par le passé et je pense qu'il y a de beaux jours devant nous. Donc, rendez-vous en 2021 ou alors en 2022 si toutefois les choses prennent un petit peu plus de temps. Je vous remercie beaucoup à tous les trois. Et puis, bien évidemment, ce podcast est à retrouver, à lire sur le prochain numéro de Génie Climatique Magazine. Merci beaucoup. Merci.